Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank avec Joey Aubé. Aujourd'hui, hey, il se passe des affaires louches au Canada. Un assassinat. Il y a un assassin. Hey, j'ai oublié de prendre mon café avant de commencer. Je vais le prendre pendant le show, ça va revenir. Mais il y a quelqu'un qui a été assassiné au Canada et apparemment, ça a été commandité par l'Inde. Un sujet qu'on a parlé dans un Patreon il y a quelques temps quand même. Une accusation assez lourde que Justin Trudeau lance aujourd'hui. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et évidemment, il y aura toujours notre traditionnelle victime du jour. Si on faisait de la vraie télé, Joey, là, on aurait recommencé, puis on aurait gardé ce petit clip-là pour notre petit spécial bloopers à la fin de l'année. Oui. Ah, c'est capoté. Mais oui. Victime du jour, mesdames et messieurs. Regarde, c'est semi en lien avec le sujet principal, mais vous allez me comprendre qu'on va en parler directement. Moi, je pense que j'en ai sorti 2 ou 3 hier, puis il y a des gens qui m'ont fait réaliser aussi sur Twitter, on devrait utiliser un hashtag pour la victime du jour, surtout quand les gens veulent nous en identifier. Et je trouve l'idée très, très, très bon. Donc, le hashtag la victime du jour est maintenant en vigueur sur Twitter. Yes, sir. Accompagnez ça du mec de PLQ Liberal Again, ça va être parfait. Jack Meat. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, Jack Meat? Jack Meat, il n'est pas content. Là. Il n'est pas content. Il est encore en croisade contre les épiceries. Là. Ah, non. Puis là, il a sorti une nouvelle parce que les résultats de trimestre des compagnies d'épicerie ont sorti. Puis là, la vidéo est en anglais, là, mais là, il est vraiment pas content. Là. You won't believe the news that I read today. Sobeys, one of the large corporate grocery stores in Canada, just posted a 52% increase in profits in the first quarter on food alone. Now, this comes as no surprise, as Canadians have felt the impact of high grocery prices. While people are experiencing this real struggle, Justin Trudeau says that Canadians are grumbling. Well, they got a lot to grumble about. These greedy CEOs are posting record profits while Canadians are having the hardest time ever to buy their groceries. But what we have to do is take on the corporate greed that is driving up the cost of food. That is a major driver. But here's the problem. We know that Justin Trudeau and Pierre Poilievre are going to back up their big money donors. They're not going to want to take them on. When we call the CEOs of these corporate grocery stores, we summon them to Parliament. We called them to Parliament. Neither Justin Trudeau or Pierre Poilievre showed up. And so we're going to do something about it. This is what we're going to do. I'm going to introduce a law that's going to take on the gouging that's going on by these corporate grocery stores. And if this law passes, and it will only pass if Justin Trudeau and Pierre Poilievre support it, if it passes, it will bring down the cost of food. The challenge is to see, will the Liberals and the Conservatives, will Justin Trudeau and Pierre Poilievre actually back us up and back you and your families up? Ah, c'est que ça m'énerve. Si ça, c'est pas du populisme de gauche, qu'est-ce que c'est? C'est ça du populisme. Okay? Ça, c'est du pur populisme. C'est dégueulasse ce qu'il fait. Ça n'a pas de bon sens. Quelle désinformation. J'ai les profits de l'Obla. OK, Joey? Sais-tu combien que l'Obla fait de profit en 2022? Et j'ai aucune idée. 1,9 milliard de dollars. 1,9 milliard. Ouais, quand même. Sur des revenus de combien, tu penses? 53 milliards. C'est à peine 4%. C'est en bas de 4%, en fait. En bas de 4%. Ça veut dire que si tu prends un des plus gros joueurs en épicerie au Canada, là, et tu le sors du modèle capitaliste et on en fait une coopérative, et qu'à la fin de l'année, cette coopérative-là envoie tous ses profits à leurs acheteurs, là, bien, votre ristourne que vous allez recevoir, là, ça va être plus petit que 4% de votre facture d'épicerie. On sait que l'inflation dans les épiceries a été très élevée. Les prix ont augmenté de plus de 25% depuis le début de cette pandémie-là.
Ce n'est pas les profits sacrament qui sont le problème. Ce n'est pas la greedflation. Ce n'est pas le greed des propriétaires. C'est un menteur, Jack Mitzing, de dire des affaires de même. C'est un putain de menteur. C'est ça qu'il est. Il manipule les gens. C'est du pur populisme. Tu auras beau éliminer les profits dans les entreprises et les éliminer complètement, ce qui est complètement stupide. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans profit. Mais élimine-les, les profits. Encore là, la facture d'épicerie ne baisse pas assez pour contrer cette inflation-là qui a été créée par une impression monétaire venant de la Banque centrale et des déficits incroyables venant de Justin Trudeau, supportés par le NPD, sacrément. On peut-tu arrêter de me faire chier avec cette greedflation-là? Ah ouais, c'est NPD au pouvoir, là. Ça n'a plus de bon sens. Puis, voulez-vous de quoi que j'ai... contrairement à part que j'ai remarqué dans... Sa vidéo dure 1 minute 26, OK? Là? On a tous vu des vidéos dans le temps que Pierre Poilievre était à la course à chefferie, il faisait des vidéos de monologues, puis c'était one shot takes all. Là, il y avait très peu de montage, très peu de coupes. Savez-vous comment j'ai compté de coupes au montage dans son 1 minute? Ouais, il y en a une douzaine. J'en ai compté genre 7-8. Le gars est pas genuine. Le gars est incapable de faire un discours, peut-être parce qu'il sait qu'il dit de la bullshit aussi, mais le gars est incapable de parler plus que 15 secondes sans se planter ou sans que ça ait l'air fou. Fait qu'il faut tout le temps qu'il le refasse, puis qu'il se fasse 7-8 montages sur 1 minute 26. Hey, j'en fais du montage. 8 à 10 coupes de montage sur même pas 2 minutes de contenu. Calvaire, faut que tu sois mauvais. Là. Fait que tout ça pour dire que, contrairement à Pierre Poilievre, qu'on soit d'accord ou pas, de ce qu'il faisait, la qualité est pas là. C'est pas le même niveau du tout. Là. Alors, non, mais c'est vraiment... là, un moment donné, c'est que moi, depuis que je suis en politique, OK, j'ai toujours été du côté droit du spectre politique. Je me suis toujours fait dire que j'étais un populiste, que j'étais un manipulateur. Name it, OK, la liste est extrêmement longue. Je me suis toujours fait accuser de populisme. Pourquoi ces astis-là, quand ils font des affaires comme ça, il n'y a personne qui a brandi la pancarte de populisme? Pourquoi? Parce que c'en est, là. Il y a une mécompréhension de la population envers l'inflation. C'est parfaitement normal. C'est des phénomènes qui sont compliqués. Ce n'est pas la faute à la population. OK? Mais Christy, d'aller justifier l'augmentation des coûts de l'épicerie par les profits des entreprises, par les épiciers eux-mêmes, c'est complètement absurde. Complètement absurde. Complètement absurde. Là, à un moment donné, il faut que ça arrête, cette affaire-là. Non, c'est prendre le monde pour des cons. Puis ça nous amène à notre sujet principal. Bien, écoutez, premièrement, on va vous faire pour nos chers auditeurs de la version gratuite, je vais vous expliquer un petit peu très rapidement ce que j'ai présenté dans le Patreon la semaine passée. On a parlé de l'Inde principalement, le mouvement séparatiste sikh qu'il y a au Canada et à travers le monde, qui sont en faveur de l'État, de la création d'un État souverain dans la région du Pendjab en Inde, je trouve être au nord entre le Pakistan et l'Inde, s'appelle le Khalistan. C'est clair, les Sikhs, qui sont d'une autre religion que les gens hindous de l'Inde, veulent créer un État souverain depuis quasiment, c'est pas 100 ans. Il y a eu beaucoup de violence, il y a eu des combats, des centaines de morts, etc. Mais aujourd'hui, en Inde, ce mouvement souverainiste-là n'existe plus. C'est rien que les diasporas sikhs dans les différents pays, comme au Royaume-Uni, au Canada, principalement en Colombie-Britannique, et en Australie, par exemple, et aux États-Unis, qui poussent vers ce mouvement séparatiste-là. Et l'article d'aujourd'hui, justement, puis on en avait parlé un petit peu, c'est ça, c'est que Trudeau a annoncé dans son discours à la Chambre des communes hier, en discours d'ouverture, que l'Inde, selon les informations des renseignements canadiens, que l'Inde serait soupçonnée d'avoir assassiné un Canadien en son sol, qui est un homme d'origine sikh, en Colombie-Britannique, qui est décédé, en fait, qui aurait été assassiné en juin dernier. Fait que c'est pas nouveau, il est pas mort hier, là. C'est quand même assez lourd parce que tu dis l'Inde soupçonnée d'être derrière l'assassinat. C'est pas une accusation formelle, mais en même temps, c'est très lourd de sens. Il y a déjà des guerres qui se sont parties sur des affirmations comme ça. Là. Je ne dis pas qu'on est en train de partir en guerre avec l'Inde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. C'est extrêmement lourd de sens ce qu'on dit présentement là, envers l'Inde, à tort ou à raison. Là. Mais c'est intense. Là. Absolument. L'homme en question, c'est ça. Il s'appelait Hardeep Singh Nijjar. Puis lui, c'était vraiment un pro du mouvement séparatiste sikh pour le Khalistan. Puis il a fait beaucoup. Il dirigeait justement
je vais pas dire une mosquée, mais en fait un temple sikh dans la région de Surrey, qu'on avait aussi parlé la semaine passée dans le Patreon. C'est comme la zone, la banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique, où c'est que la majorité de la communauté sikh se trouve. Et le mouvement séparatiste aussi. Il y a eu des genres d'élections symboliques pour l'État du Kurdistan la semaine Qui faisait dernière. pas l'affaire des Indiens. C'est ça. Les Indiens étaient comme pas très contents là, de tout ça. Fait que, mais l'affaire, c'est OK, là, c'est arrivé en juin. Puis même à l'époque, puis on a parlé la semaine passée, il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi les politiciens n'en parlent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai réfléchi à tout ça. Je me suis dit, OK, Trudeau, on l'a vu il y a à peine quelques jours, il a sorti pour son histoire de loi pour figer les prix de l'épicerie, puis tout ça. Qui parle de l'épicerie depuis 8 mois? Jack Singh. Ben ouais, Ouais, Jack Mill, ouais. Ben, tu sais, qui fait la guerre contre ça. Puis après, Ouais, exact. La greedflation, c'est Jack Mill. C'est ça. Où c'est que Jack Mill a la majorité de ses comtés? Colombie-Britannique. Qu'est-ce que, là, bien sûr, Trudeau est en perte de vitesse, les sondages le mettent perdant, il veut pas que l'élection arrive tout de suite. Fait qu'il faut qu'il consolide sa coalition avec le NPD. Fait qu'il donne absolument tout. Cette information-là, peut-être ça fait des mois, regarde, j'ai pas les preuves. Mais même selon les amis de famille de personnes assassinées... Tu es en train de dire là, que si jamais les libéraux sont assez confortables en avance, par exemple, il y a moins besoin de Jack Singh pour se maintenir au pouvoir, ces nouvelles-là d'accusation envers l'Inde, tu dirais que ça sortirait jamais, Genre, parce que, écoute, on n'arrête pas de parler d'ingérence chinoise depuis des mois. Puis, là, on a fait un rapporteur spécial qui a finalement amené à fuck all. Puis là, Trudeau, comme, on travaille fort là-dessus. Mais finalement, tu vois qu'ils se tournent les pouces puis qu'ils font exprès. Qui est le principal, du moins, compétiteur économique de la Chine? Ben, c'est l'Inde. India! Fait que là, OK, on fait pas chier nos chers amis chinois. On va aller faire chier l'Inde à la place, qui va beaucoup booster notre popularité auprès de la communauté sikh, principalement en Colombie-Britannique, qui sont principalement les électeurs du MPD. Puis, d'une certaine façon, tu fais plaisir au MPD parce que tu parles d'une question qui les intéresse depuis toujours dans leur propre communauté. Fait que tu lui fais du sparage là-dessus. Écoute, ça serait passé avant hier, je te dirais, non, ça n'a rien à voir, ça vient juste d'arriver, mais ça fait depuis le mois de juin que c'est, puis selon les témoignages des amis de la victime, paraîtrait que les services secrets canadiens et la gendarmerie royale auraient informé Hardeep Singh Nijjar qu'il y avait une menace contre lui de se faire assassiner, une menace pour sa vie. Semble-t-il. Parce que le gars, il s'est fait tuer dans son parking de son propre township à Surrey, là, par 2 hommes cagoulés qui l'ont tiré, puis ça a fini là. Fait que cette information-là, peut-être qu'ils sont dessus depuis des mois. Mais là, vu que ça va pas bien au gouvernement, il faut trouver des nouvelles manières d'avoir l'air tough à l'international, puis de ci, de ça. Puis pour aussi réparer le cafouillage que je vous ai montré dans le Patreon la semaine passée en Inde avec l'histoire de l'interférence indienne. Là, Trudeau, faut qu'il ait l'air tough, faut qu'il ait l'air premier ministrable. Let's go. Ben, on sort ça. Parce que c'est pas de la nouvelle fraîche, c'est de la vieille nouvelle qui date depuis. Puis je dis pas que c'est pas important, ce gars-là est mort, là. Puis je vous dis pas qu'il invente ça de toutes pièces. C'est fort possible que ça soit vrai que l'Inde ait littéralement tué ce gars-là. Mais ça fait depuis le mois de juin que peut-être que le gouvernement le sait puis ils font rien avec. Mais là, Trudeau nous sort ça pour gagner de la popularité. Selon moi, c'est comme les constellations qui s'alignent. C'est ma théorie. Non, mais ça, c'est définitivement quelque chose qui peut arriver. On sait, tu sais, Justin Trudeau, présentement, il doit commencer à être en train de paniquer, là. Dans le sens que c'est plus une question d'essayer de gagner la prochaine élection. Tu sais, la dernière fois qu'il est parti en élection, c'était pour essayer d'avoir sa majorité, chose qu'il n'a pas réussi à avoir face à le très faible Erin O'Toole. Sauf que là, présentement, l'idée de la prochaine élection, c'est même plus une question d'essayer d'avoir sa majorité. C'est même plus une question d'essayer de gagner. C'est une question maintenant d'essayer de rendre les conservateurs minoritaires et même, on s'approche presque d'une question de survie du parti. Parce que quand tu arrives et tu regardes réellement combien de comtés va rester aux libéraux si les chiffres actuels sont bons, on parle de comtés strictement situés au Québec et en Ontario, pratiquement. C'est capoté. Donc, et le Québec, c'est pas un appui qui est solide. C'est toujours un appui extrêmement fragile. Les Québécois peuvent partir sur une vague extrêmement rapidement, sans dire qu'ils partiraient sur une vague orange. Ce qui est plus probable, c'est qu'on redevienne des bloquistes incroyables puis qu'on se mette à mettre 50 plantes vertes au Parlement fédéral. On est capable de faire ça en masse. Fait que, on est vraiment dans ce type de situation-là, qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, ouais, c'est presque une question de survie pour Justin Trudeau. Et
ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les sondages présentement, qui regardent leur comté, qui sont des ministres, qui sont des députés libéraux, puis qui se disent « Hey, le clown va me faire perdre ma job. » Ah oui, Fait que, absolument. tu sais, c'est là que la panique elle vient, c'est qu'à un moment donné, quand il va y avoir trop de députés libéraux qui ont peur de perdre leur job, c'est qu'ils vont le tosser, ils vont le mettre dehors. Ils vont vouloir faire un coup de cochon pour que Justin Trudeau s'en aille. Fait que là, présentement, ce que Trudeau essaie de faire, c'est de préserver ça de toutes les façons possibles, De essayer survivre. de Tout à fait. survivre. Il est en mode survie, définitivement. Oui, parce que c'est ça, parce que là, d'un côté, justement, il fait plaisir au MPD avec l'épicerie puis avec cette histoire-là qui parle des gens de leur comté pour leur faire plaisir. Fait que ça donne des bonnes relations. Puis on the side, de manière indirecte, ben, ça peut-être augmenter la popularité des libéraux auprès, justement, comme j'ai dit, des comtés aussi par les gars d'MPD. Parce que moi, ce que je trouve louche, honnêtement, dans cette accusation-là envers l'Inde, je dis pas que c'est pas fondé ou ça. Vous connaissez un peu comment ça marche, les affaires avec le SCRS. Là, on n'est pas au courant de rien. On se fait garrocher ça, mais qu'est-ce qu'on sait réellement? On ne sait pas grand-chose. Chose qui est sûre, c'est que d'accuser une nation étrangère d'avoir commandité un assassinat, des accusations sont extrêmement graves. Ce qui me fait un peu capoter, c'est que quand tu regardes la nouvelle, c'est qu'on parle quand même au conditionnel. Tu sais, t'arrives pas là avec des preuves, puis tu fais tabarouette. Tu joues avec la diplomatie internationale, avec des accusations qui sont peut-être vraies, mais que tu utilises le conditionnel pour les faire, puis c'est envers un partenaire commercial gigantesque. Là. Même, en fait, quand tu penses à l'Inde, c'est pas que tu penses aux activités économiques que tu as avec eux aujourd'hui, tu penses à ceux-là que tu vas avoir dans 10 ans. C'est tellement une nation qui est en croissance. C'est ça. C'est une nation qui est en croissance, qui est extrêmement jeune aussi. Donc, tu sais, c'est un partenaire commercial qui va devenir de plus en plus grand dans le futur. Dans un monde aussi où est-ce que, justement, les pôles politiques se réalignent un peu, où est-ce que tout ne tourne pas seulement autour des États-Unis, mais maintenant, la Chine tire de son côté beaucoup également. Tu essaies de garder l'Inde généralement de ton côté. Tu ne veux pas l'avoir dans le camp adverse ou dans le camp ennemi. C'est vraiment particulier. Honnêtement, là, de voir ça, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Canada d'avoir un premier ministre qui est en mode panique. Dans le sens que si vraiment on utilise des trucs diplomatiques de cette importance-là à des fins électoralistes pour essayer de se maintenir en poste comme ça, ça va pas bien. Ben, ça peut être dangereux. C'est qu'à un moment donné, les premiers ministres canadiens ont énormément de pouvoir entre les mains. Ça a ses avantages. Quand tu veux faire des changements profondeurs dans un pays, ça va assez rapidement. Mais ça a évidemment des désavantages. Tu sais, on parle tout le temps des boutons nucléaires aux États-Unis, puis on dit que ça n'a pas d'allure de donner les boutons nucléaires au président Trump, puis on a tout entendu. Là. Mais la réalité, c'est que le premier ministre canadien, dans son propre pays, a beaucoup plus de pouvoir que le président américain. Il y a un rôle beaucoup plus symbolique pour le président aux États-Unis qu'au Canada. Fait que, si notre premier ministre commence à déraper puis commence à paniquer, il peut faire des conneries, lui-là. Là. Puis c'est pas comme s'il avait le jugement d'un saumon. Là. C'est un gars qui n'a pas de jugement. Là. Gardons ça en tête. Là. On parle de Justin Trudeau quand même. On préférerait le saumon. Hey, Justin Trudeau. C'est ça. Hey, j'avais sorti des victimes du jour hier parce que c'était une pluie, mon ami. Là. Je vais te les passer parce qu'on fait un extra aujourd'hui. Il y en a quand même pas mal. Victime du jour en prolongation? Ah, en prolongation, certain. As-tu vu ça passer hier? La bière, Joey, la bonne élève. Ce texte-là, c'est rare que je vais vous dire d'aller lire un texte. On ne vous le lira pas nécessairement en angle. Là. Mais le nom d'une bière lancée par l'UQAM laisse un goût amer. Écoute, c'est magique. C'est la bonne élève. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? C'est une bière sans alcool. Moi, je suis un buveur de bière sans alcool. Donc, j'ai le goût d'aller l'essayer, même si c'est pour encourager l'UQAM. Juste parce que ça a été woke un peu, j'ai le goût de l'acheter. Mais on rappelle toutes les controverses avec la chipie et la désirée de la microbrasserie Archibald. Là, tu es là, tu te dis, quelle controverse? J'ai jamais vu ça passer. Je veux dire, la chipie, c'est une bonne petite bière rousse à l'Archibald depuis toujours. Je pensais même pas que c'était controversé. Puis là, tu arrives, tu descends un peu, puis qu'est-ce que tu vois assez rapidement? C'est un choix de très mauvais goût, juge la directrice de l'Institut de recherche féministe de l'UQAM. Là, tu dis, ah, tabarnache. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Des recherches féministes.
Mais là, c'est très chargé comme appellation. On a profité du fait que c'est une bière, donc au féminin, on ne pouvait pas l'appeler le bon élève. Mais je trouve que c'est de très mauvais goût. T'es là, tu dis, de très mauvais goût. La bonne élève, tu dis, voyons, tabarouette, là. Tu sais, je pense qu'il y a déjà eu des bières qui sont appelées, par exemple, la petite Chris. Ou, C'est ça que je parlais hier dans notre chat à nous autres, c'est que je pense que c'était la Voix Maltais, ou peut-être même Archibald dans le coin de Québec, qui avait sorti une bière il y a peut-être 5, 6, 7 ans de ça, qui s'appelait la petite Chris. Et là, oh mon Dieu, le tollé féministe, ça n'a pas de bon sens, ça dénigre la femme. Tu peux appeler une bière le gros cave puis l'esprit de moron, ça c'est correct, mais appeler une bière la petite Chris, non. Le gros mollet. Too soon. C'est comme genre, les filles prennent de l'alcool et pourquoi pas? On laisse croire de ne pas en prendre fait de toi une bonne élève, poursuit Thérèse Saint-Gelais. Hey Thérèse, là, sérieusement, là, t'as besoin de plaisir dans ta vie, ma belle, là. Ça n'a pas de sens d'être tu cherches des significations philosophiques dans le nom d'une bière sans alcool, madame. Tu sais, c'est incroyable. Ça va pas tu sais, puis là, la chipie, on dit pour être rousse et voir que cette bière est la chipie, je trouve ça extrêmement déplacé. Il est vrai que c'est dans l'historique de ces produits-là de catégoriser un peu grossièrement les variétés de bière. Eh oui. Là, t'es là, tu te dis, hey, c'est la grosse police du fun. En tout cas, ce texte-là, il est magique. C'est un texte de la presse. Même, tu sais, Lucam, c'est-tu le paradis des woke, ça, Lucam? C'est eux autres qui les ont créés carrément. Mais là, c'est un groupe à l'UQAM qui a créé cette bière-là. Le thinking marketing a été fait à l'UQAM. Fait que là, c'est comme genre, un peu comme Frank dit tout le temps, la révolution qui mange ses enfants. Mais c'est la gang de l'UQAM qui est obligée de se défendre contre sa propre création, qui est la directrice des études féministes. It can never be woke enough. Ah, man, que c'est drôle. C'est tout simplement là, incroyable. L'autre aussi qui a fait un tollé. Écoute, j'ai rarement vu une publication avoir autant de reach au Québec pour ce type de choses-là. C'est une conférence qui va avoir lieu à l'Université de Montréal et tout le monde en parle. Mathieu Bocoté a un texte dans le journal aujourd'hui, ainsi de suite. Vous avez sûrement vu passer cette publication-là. Okay, il y a Webster là-dedans, ça se peut-tu? Ouais, je connais pas tous. Là, je sais qu'il y a Aurélie Langto. Lui, Ouais. je savais son nom, puis je viens de l'oublier. En tout cas, c'est pas grave. Accueille la semaine prochaine 2 discussions publiques en collaboration avec le groupe d'études sur le colonialisme québécois. Ah, c'est ça, c'est Webster. Je te confirme que c'est lui. Donc, on a un groupe d'études sur le colonialisme québécois. Puis là, écoute, tu regardes ça. Puis là, j'ai lu un peu ce sujet, tout ça. Ouais, Webster que tu parlais, il est ici. Ça. Il était venu au cégep de Lévis-Lauzon quand je faisais mes études en sciences humaines, nous faire des présentations à quel point toutes les... Il a fait une présentation, tous les grands personnages de l'histoire du Québec. Samuel de Champlain, Frontenac, de ci, de ça. Puis, lui, là, il y avait 5 esclaves. Lui, là, il en avait 3. Lui, il y avait 6. Ouais, les années 1700, là. Ouais, c'est ça. J'étais comme, so what? OK, Fed, est-ce que je serais d'accord à ce qu'il le fasse plus aujourd'hui? C'est sûr que non, là, tu sais, c'est pas bon, mais encore là, qu'est-ce que ça... C'est quoi ton point? c'est quoi? Fait que tu vois, la première conférence, c'est traduire la violence coloniale avec Webster, Salim Jafferi, Yara El Gadban et Aurélie Langto, qui est l'animatrice. La deuxième figure de l'imaginaire colonial québécois avec Mathieu Paradis, Philippe NMH, je ne sais pas c'est qui lui, notre professeur Catherine Larocque et Mouloud Idir. Écoute, moi j'ai un malaise à avoir des affaires de même. Là. Le colonialisme, là, de quoi vous parlez? Là? S'il y en a juste un qu'on pourrait critiquer, c'est le colonialisme britannique, parce qu'on était sur l'égide britannique tout le long. Mais ça, c'est on était, tu sais, excusez-moi, mais le Pierre Vallière, nègre blanc d'Amérique, c'est un peu plus à cause de ça, c'est qu'on n'avait pas le luxe de s'en payer des esclaves tant que ça. Là. Déjà qu'il n'est pas bien dans aussi qu'on était ici, là, mais écoutez, là, honnêtement, je regarde ça, puis je me dis, ça, là, c'est du conspirationnisme. Commandité par l'université. C'est du révisionnisme historique. Non, mais disons les vraies affaires. Là. C'est quoi la différence entre cette gang-là qui voit du colonialisme au Québec, là, puis les conspirationnistes qui voyaient des affaires très louches d'un bord et de l'autre? C'est quoi la différence entre ces gens-là? Ils ne vivent pas sur la même planète que le monde ordinaire. Là. Pour voir du colonialisme au Québec, là,
il faut réellement que tu ne vives pas avec le monde ordinaire. Tu es dans un café huppé d'université avec le petit doigt dans les airs en train de te conter des histoires. Là. Ça n'existe pas, cette affaire-là. Mais ça, est-ce qu'Isabelle Haché va se présenter à cette conférence-là pour aller dénoncer cette forme de conspirationnisme-là? Ah, jamais dans 100 ans, elle se ferait canceller parce qu'elle se ferait traiter de raciste puis tout. Ah non, c'est... Elle fera pas ça. Pourquoi elle le fait de l'autre côté de la clôture? Parce que des weirdos, là, mon point est assez simple. Des weirdos, là, il y en a à la grandeur du spectre politique. Il y en a chez les caribous, il y en a chez les gauchistes, les communistes. Il y en a à droite, définitivement. Il y a des gens qui sont extrémistes à droite. Il y en a partout, des extrémistes. Ça, là, les gens qui voient du colonialisme au Québec, là, c'est pas des gens modérés, là. Lâchez-moi que c'est des gens modérés. Ça a beau vouloir écrire dans le devoir, ces gens-là. Là. Ça a beau avoir l'impression d'être des bonnes personnes, puis montrer que c'est des bonnes personnes à tout le monde, puis se donner cette impression-là. Ça n'en est pas. Ce n'est pas des modérés. Ce sont des ultra-militants. Bien, ça a fait tabac un peu. Puis la raison pourquoi ça a fait tabac, c'est principalement parce que là, les caribous sont pas contents. Oh oui, sans surprise. Puis même moi, je serais pas content. Là. Non, mais tu sais, je veux dire... Ils ont le droit de se parler, faire leurs conférences qu'ils veulent. Mon but, c'est pas de vouloir les canceller. Ça devrait pas arriver, cette conférence-là. Qu'ils fassent leur affaire, puis le brainwashing s'ils veulent. Mais c'est juste qu'à un moment donné... les canceller. Non, c'est ça, mais... En fait, moi, je suis très content de savoir qu'il y a des gens qui pensent ça dans nos universités. Je suis très content de savoir qu'on paie des gens avec nos taxes et nos impôts pour aller enseigner à des étudiants, puis que ce soit ça qu'on leur enseigne. Je veux le savoir. Ça fait combien d'années que ça existe, ce regroupement-là? Comment ils appellent ça? Groupe d'études sur le colonialisme québécois. Y a-t-il de l'argent public là-dedans? Là? Pour un certain coup, oui, hein? Faut bien paraître, hein? Non, mais tu sais, je veux dire, l'autre, la fille de l'Archibald, pourquoi il y a un texte dans la presse qui dénonce une bière qui n'a pas d'alcool dedans, qui a un nom féminin? Pourquoi ça existe, ça? C'est parce qu'à quelque part, comme société, on est tellement rendu confortable qu'on a décidé que d'avoir une directrice de département qui s'occupe des études féministes à l'UQAM, c'était une bonne idée. Hashtag Petit Québec. Non, mais c'est pas juste Petit Québec, ça arrive partout dans les universités américaines aussi. On est tellement rendu des sociétés confortables qu'on crée des bullshit jobs tout simplement incroyables. Hey, un salaire de prof d'université, avec les fonds de pension qui viennent avec, puis tu passes ta vie à faire des études féministes, puis à faire des études sur le colonialisme sur le Québec, je m'excuse, c'est une christie de belle position que tu as là. Parce que tu étudies un phénomène qui n'existe pas au niveau du colonialisme et tu étudies des vieux débats au niveau du féminisme. L'égalité homme-femme au Québec, là, elle est atteinte. OK? Elle est atteinte. Si vous êtes rendu à capoter sur le nom d'une bière, sacrément, pour venir nous dire que ça n'a pas d'allure, je vais vous dire un petit secret, les femmes sont rendues égales aux hommes. Ah, puis ça finira pas parce que là, ils vont dire ah oui, mais si on compare les femmes blanches avec les femmes de couleur, l'égalité n'a pas encore été faite, puis la discrimination, puis tout le temps, on divise, puis on divise, puis on divise. Oh, j'ai supprimé ce que tu voulais nous présenter, mais on entretient des gens avec des extrêmes gros salaires. Je veux dire, le salaire moyen au Québec est autour de 52 53 000, le salaire médian. Prof d'université, c'est pas en bas de 100 000. Là. Personne en bas de 100 000 à l'université. Là. Ben, on entretient des gens à très haut salaire au Québec pour des affaires qui n'ont pas rapport. En parlant de bullshit job puis de jamais aller assez loin, ça tombe bien, on va faire un lien avec une nouvelle que j'ai vu passer hier. On sait que notre cher premier ministre, hashtag Spotify, François Legault, il s'en va à l'ONU cette semaine. On en avait parlé un petit peu, il s'en va parler de changement climatique, puis que le Québec est extraordinaire. Il a été invité là-bas par Antonio Gutiérrez, le gars de l'ONU. Mais le débile, là? Ouais. Parce que lui dit que la planète abouille, là? Ouais, là, c'est l'effondrement. L'ébullition climatique? Oh non, c'est plus rendu ça, c'est rendu l'effondrement climatique, Yann. OK, il a changé de mot. Chris, il change aux 2 mois. Ah ouais, ils sont trendy, c'est effrayant. Mais là, vous savez, regarde, je vous fais un petit topo, mais je pense que vous le savez déjà. Selon les stats, en termes de GES puis d'environnement, sur les 50, sur les 60 provinces et États en Amérique du Nord, le Québec est number one.
On est vraiment les plus green, en tout cas en termes d'énergie renouvelable et de ci, de ça. Encore, oui, c'est pas parfait. On envoie encore nos milliards de litres de marde dans le fleuve, mais contrairement, la Californie est deuxième. Après ça descend des autres États et des autres provinces. Mais c'est pas assez. Le Québec n'est pas un leader climatique, affirme Greenpeace. Bonin, jamais content. Ah, c'est ça. Bonin, t'as tombé sur lui, c'est carrément ça. Ben Campagne non, de climat venir énergie. de loin, lui. L'ensemble de l'œuvre de son bilan ne fait pas clairement de Québec d'un leader climatique. Les émissions augmentent dans les transports. Les émissions dans l'industrie, elles, ne sont pas en train de baisser non plus. On est plus à l'heure des belles paroles et de pavoiser. On est à l'heure de proposer des mesures supplémentaires. Est-ce qu'on veut voir? C'est jamais assez. C'est jamais assez. Ça sera jamais assez. Hey, on est plus... Encore là, je dis pas que je suis d'accord, mais on n'a même plus de centrale nucléaire, on n'a aucune exploitation pétrolière ou gazière sur notre sol. Pas encore là, c'est pas assez. 100% de notre grid électrique est renouvelable avec l'hydroélectricité. On composte comme c'est pas possible, on recule comme c'est pas possible. C'est pas assez. Je vois le vert. À un moment donné, là. Non, puis c'est ce qui écoeure le monde. Puis, oui. En fait, c'est la plus grosse gaffe de ces politiciens-là. Philippe Couillard a fait cette gaffe-là. François Legault, ça n'a pas été long qu'il s'est mis à faire ces gaffes-là. Le budget là, qui a été présenté une semaine avant le début de la pandémie, là, mars 2020, je le commentais à Radio X, je capotais comment c'était un budget vert. J'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars se fait élire par les pick-up et les minivans. Puis ça prend même pas 2 ans. Il présente un budget en mars 2020 qui était green, 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 green. Ça marche jamais en plus. Vous essayez d'avoir l'air green et vous vous faites toujours critiquer. François Legault, dans sa tête, c'est une mission accomplie. Il dit « Hey, je t'ai invité à l'ONU pour aller parler du climat. » Premièrement, quand tu vas parler en avant, il n'y a personne qui va écouter ton asti de conférence plate. Première des choses. Deuxième des choses, même les Greens du Québec sont même pas fiers que tu ailles parler à l'ONU. Pourquoi tu fais autant de greenitude? Sérieusement, là. Pourquoi tu le fais? Tu n'en récoltes aucun bénéfice. Aucun bénéfice. On sait que tu dépenses de l'argent comme c'est pas possible dans toutes sortes de projets. On sait que tu déguises, en fait, ton nationalisme économique en greenitude, parce que ça a toujours été le rêve de François Legault, de prendre les leviers financiers de l'État pour investir directement dans des entreprises au Québec. Mais la réalité, c'est la suivante. C'est du nationalisme économique pure laine. Mais maintenant, pour que ça passe bien, parce que ça ne passait pas tout le temps bien, ces affaires-là, mais pour que ça passe bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le vert, on utilise le green, la filière batterie, les chars électriques, ou toutes ces affaires-là. On pense que ça va mieux passer dans la population avec ça. Mais présentement, là, les Québécois, s'ils ne se réveillent pas, puis je pense que les Québécois ne se réveilleront pas de toute façon, mais il y a des milliards de dollars qui vont être investis dans des entreprises qui, à mon avis, ne seront pas rentables dans le futur et qui, on risque de perdre nos bas et nos culottes là-dedans. Comme Lyon Électrique. Lyon Électrique, c'est quelque chose qui faisait pas d'allure. Puis on l'a fait pareil. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'apprête à faire ou ce qu'on est en train de faire avec Pierre Fitzgibbon, c'est des multiples de Lyon Électrique. On fait 5 à 6 fois plus de subventions que ce qu'on a fait avec Lyon Électrique. C'est un signalement de vertu en bout de ligne. Mais oui, il y a des emplois à payer là-dedans, mais encore là, c'est artificiel. Là. Signalement de vertu qui n'est même pas reconnu par des Patrick Bonin de ce monde. Ben, c'est ça qui est le pire. Si au moins ils diraient « Ah, wow, extraordinaire », c'est jamais enough. Il faudra retourner, comme dirait Moret, à la Nouvelle-France 2.0. Là, pour... même à ça. Il trouverait le moyen de chialer. Ah, c'est sûr. C'est des gens qui se maintiennent. Tiens, un gars comme Patrick Bonin vit de Greenpeace. Donc, éventuellement, si on règle le problème, il va perdre sa job. Fait qu'on ne réglera jamais le problème. C'est pas compliqué. C'est comme je t'avais parlé il y a plusieurs mois de ça, le principe de la victime, à quel point tu as un pouvoir, puis tu n'as pas le goût d'arrêter d'être une victime, tu sais. Puis l'expérience avec les... En 2023, alors que l'égalité entre les hommes et les femmes est vraiment, vraiment à un point très élevé au Québec, là, ben, il y a encore des directrices d'études féministes à l'UQAM. Hey, on finit le show là-dessus, on s'en va sur Patreon. On fait la lecture d'un document, on poursuit la lecture d'un document du Cato Institute par rapport à la pandémie, comment la Suède a réagi, ça a été quoi le thinking derrière la stratégie suédoise et quels en sont les résultats. Un papier qui est super bien fait, super intéressant. Fait qu'on en poursuit la lecture cette semaine.